put your little hand in mine. There ain't no hill or mountain we can't climb. Babe, I got you, babe. I got Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios, sur les congrès de futurologie, émission de science-fiction présentée par l'équipe de programmation du Festival des Intergalactiques. Bon, si on commence ce début d'émission un peu fébrile comme ça, c'est parce que il manque quelqu'un aujourd'hui. Tout à fait, comme vous pouvez le remarquer, puisque vous ne l'entendez pas, que même si vous l'avez pas, vous savez qu'il n'est pas là visuellement, Nicolas Sébastien Landais n'est pas avec nous cet après-midi parce que Nicolas Sébastien Landais a chopé le Covid. Voilà, il n'est pas avec nous, mais il est dans notre cœur. Dans notre cœur, il l'a chopé très bêtement. Il s'est vanté de sa soirée du 1er de l'an sur les réseaux. Et puis après, j'ai chopé le Covid. Bravo, Nicolas Sébastien Landais. On ne te félicite pas. Oui, c'est ça. On est un peu déçus parce que en plus, on se retrouve toi et moi, Clara, l'air bête. En tête à tête. En tête à tête encore. Sans avoir du tout bossé le sujet. On attendait Nicolas pour ça. C'est ça, normalement c'est lui qui était notre roue de secours, notre sauveur, notre cinéphile, notre encyclopédie. Et bon, écoutez là, Clara, ce sera toi. Hein. Voilà. On va essayer de faire. On va essayer avec un peu d'amertume, mais vous êtes là et on va vous régaler comme d'habitude. Et bien, Clara, qui es-tu, que fais-tu? On t'a déjà présenté au fil des émissions, mais c'est toujours bien de le rappeler. Et pour les nouvelles et les nouveaux, je suis Clara Sebastiao et je suis chargée de programmation et d'événementiel au cinéma Le Zola de Villeurbanne. Vous pourrez me retrouver d'ailleurs ce soir au cinéma Le Zola en chair et en os à 20h30 pour notre séance du film Fils de Plouc en présence des réalisateurs Lenny et Harpo Guit du club Guitos, si ça vous dit quelque chose. C'est quoi ce film Fils de Plouc? Alors Fils de Plouc, c'est un film belge, donc qui n'est pas distribué en France, là qu'on va passer un peu en inédit, et c'est l'histoire de deux frères qui vivent à Bruxelles chez leur maman et qui perdent leur chien Jacques Janvier. Et du coup, ils vont arpenter les rues sombres de Bruxelles à la recherche du chien et croiser toute une galerie de personnages plus étonnants les uns que les autres. C'est une comédie vraiment hilarante qui est également sur OCS, mais puisqu'il faut soutenir les cinémas, les programmateurs, les exploitants, venez en salle avec nous. Donc ce soir, à quelle heure au cinéma Le Zola Villeurbanne? 20h30 au cinéma Le Zola Villeurbanne. 20h30 au cinéma Zola Villeurbanne. Et donc, aujourd'hui, on a notre petit sujet que je maîtrise pas trop de mon côté, pour pas mentir. Que je maîtrise assez bien du mien. Donc voilà, donc on va pouvoir, je vais pouvoir regarder mes mails et tout répondre pendant que tu expliques tout ça. On va parler donc du réalisateur, scénariste, producteur, si je dis pas de bêtises, Ralph Bakshi. Ralph Bakshi, ouais, tout à fait. Je sens que j'ai encore mangé, c'est encore un nom propre que je vais massacrer. Tu peux l'appeler Ralph. On va l'appeler Ralph. Ralph, c'est bien. Ouais, c'est bien, ça fait penser à ce petit personnage innocent des Simpsons. Ralph Bakshi, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que j'ai commencé à intervenir avec les Inters à Radio Canu en janvier 2021, donc il y a un an tout pile. Oh. Et on avait fait Métal Hurlant. Ouais. Puis ensuite, on avait fait René Laloux. Puis L'œuf de l'ange de Mamoru Oshii. Ah, L'œuf de l'ange, quel souvenir. Souvenir épique pour certains, un peu nébuleux pour d'autres. Et du coup, on continue sur le cinéma d'animation avec Ralph Bakshi. Très bien, donc on regarde une ligne rouge avec toi, Clara. Et pourquoi ce choix de Ralph Bakshi? Qu'est-ce qui t'a amené à proposer ça? Pour continuer ce fil rouge sur le cinéma d'animation, mais aussi parce que c'est un réalisateur que j'apprécie énormément et c'est très en écho à Métal Hurlant parce que même s'il n'a pas participé au film qui a été fait et dont on a pu parler, vous pouvez retrouver le podcast d'ailleurs sur plein de plateformes. Oui, en suivant les Intergalactiques, on est sur toutes les plateformes connues de la Terre, donc c'est très facile à écouter. Ouais, tout à fait. Et en fait, même s'il n'y a pas participé, il a une patte graphique qui est très similaire. Il a un trait en fait qui fait beaucoup penser à toute
toute cette lignée-là, et je trouvais que ça rentrait bien en cohérence avec l'émission, d'autant plus qu'il a aussi œuvré dans la SF. On va découvrir ça ensemble, un peu revoir tout le parcours de ce réalisateur. Très bien. Qu'est-ce qu'on pourrait commencer pour parler de lui ? Moi, même si on y reviendra un peu plus longuement tout à l'heure, moi je le connais parce qu'il a fait la première adaptation cinéma, enfin en tout cas adaptation tout court, sur format audiovisuel du Seigneur des Anneaux. Ouais, en 1977, qu'on avait diffusé en février 2020 au Zola sur une soirée Ralph Bakshi avec plein d'animations. Ouais, il y avait des gens qui sont venus faire des combats d'épée en salle. Voilà, venez au Zola, il se passe plein de choses un peu originales chez nous. Je pense qu'on peut tout simplement commencer par une petite biographie qui est très importante en fait, parce que son cinéma est vraiment marqué par sa vie, en fait, par ses expériences. Donc Ralph Bakshi est né le 29 octobre 1938, il a 83 ans actuellement. Il est né en Israël. Alors il me semble que c'est sur un territoire qui était palestinien. On va pas rentrer dans ces détails-là, mais il est né à Haïfa. J'ai pas trop creusé tout ça parce que de toute façon sa famille va rapidement émigrer à New York pour fuir la Seconde Guerre mondiale et du coup il déménage à Brooklyn. Là-bas toute cette vague d'immigration israélienne dans ces années-là, et donc il se retrouve à Brooklyn avec d'autres immigrés de plein d'autres endroits du monde, et en fait c'est ça qui va beaucoup inspirer Bakshi dans son cinéma. Pour en dire un peu plus sur le personnage, c'est un grand monsieur qui fait 1m91. C'est vraiment un personnage et qui a une voix très très particulière. Vous pourrez aller l'écouter dans des interviews qu'il a pu donner ou dans des podcasts, et je parle de sa voix parce qu'en fait elle a inspiré la voix du vendeur de bande dessinée dans Les Simpsons, la voix américaine. Ok. Donc c'est lui qui a été utilisé comme référence. Je trouvais l'anecdote un peu rigolote, et puis ça développe un peu le personnage qu'il est. Et dès qu'il est tout petit, en fait, il est déjà intéressé par le dessin. Il fait lui-même ses petits comics, notamment un qui va un peu travailler, qui va s'appeler Junktown, où en fait c'est des poubelles et des déchets qui discutent entre eux dans les rues insalubres de New York. Il avait déjà du coup cette appétence pour cette espèce de New York poisseux qu'on va vraiment voir dans toute son œuvre. Donc, en fait, Ralph, il va commencer ses études dans l'art très rapidement. Il est poussé vers ça très naturellement. Et dès l'âge de 18 ans, il commence à travailler pour Terry Toons. Il est polisseur de cellulo là-bas. Donc, c'est un truc un peu technique, mais en tout cas avec le lien un lien avec le cinéma d'animation. Puis de polisseur, il va devenir encreur. Puis il va devenir animateur et il va travailler sur les séries animées Mighty Mouse. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est une petite souris en costume un peu de Superman, une petite souris super-héroïne. Et il va continuer aussi avec Heckle et Jekyll, entre autres. Heckle et Jekyll, c'est ces deux deux qu'on revoit beaucoup dans l'imaginaire de la télévision américaine, qu'on a vu aussi en France. Donc voilà, ça c'est vraiment les deux travaux principaux qu'il a à Terry Toons. Et c'est ensuite en 1967 qu'il quitte les studios pour aller au Famous Studio. En fait, c'est les anciens studios Fleischer. Peut-être que Fleischer, ça vous parle un peu plus parce que les frères Fleischer ont fait entre autres Popeye. Donc Popeye qu'on connaît quand même bien chez nous. Figure de la pop culture très très connue. Tout à fait, tout à fait. Donc Famous Studio reprend certaines œuvres des studios Fleischer, dont Popeye, mais va aussi développer sa propre animation avec notamment Casper le petit fantôme. Il y a évidemment plein d'autres choses qui sont construites là-bas, mais je vais vous donner des repères que nous on connaît pour pas trop s'en mêler les pinceaux et pas trop retracer l'histoire des studios d'animation américaine qui est très très vaste en fait et très dense. Donc il travaille là-bas pendant un certain temps, il anime beaucoup, il réalise beaucoup. En fait, les Famous Studios, quand ça devient les Famous Studios, c'est parce que c'est racheté par la Paramount
Et du coup, c'est la firme animation de Paramount qui va finir par diriger. Donc, il dirige toute cette branche-là. Et en 69, il crée le Ralph's Spot. Donc, le Ralph's Spot, c'est ses studios d'animation à lui, dans lesquels il va employer énormément de femmes et de gens issus de minorités. Et il les paye beaucoup plus que n'importe où ailleurs. Donc, déjà, en fait, il garde vraiment ce lien avec les classes populaires, avec tous ces gens qu'il a fréquentés durant toute son enfance. C'est quelqu'un qui est très très engagé politiquement et qui se bat vraiment pour les droits de celles et ceux qui l'entourent, et notamment pour les droits des minorités opprimées. Donc ça, c'est super, je trouve. C'est un début de carrière déjà assez prestigieux, parce qu'on est sur des studios qui ont créé vraiment des choses très emblématiques. Et en plus de ça, il se forme du coup très rapidement avec un beau niveau de création et un beau niveau technique. Mais ce qui va beaucoup reprocher à Terry Toons puis à Famous Studio, c'est qu'en fait les autres animateurs autour de lui sont absolument obsédés par ce qui se fait chez Walt Disney, et du coup ils sont toujours en travail de tiens, si on rajoute 1 ou 2 images ici, l'effet comique va être plus impactant, si on en enlève une, ça va être plus lent, si on fait ci, si on fait ça. Et en fait ils travaillent beaucoup la technique et se contraignent vraiment. Et en plus de ça, donc ils créent, tous ces gens créent du dessin animé, mais ils sont presque plus concernés par le marketing qu'il y a autour. Parce qu'en fait, s'ils ne créent pas un dessin animé, s'ils ne sont pas sûrs que derrière, il n'y aura pas la petite figurine ou la petite peluche qui est associée. Donc finalement, c'est très industriel. Là, on est vraiment dans l'industrie du cinéma. Et c'est pas une chose qui correspond à Ralph du tout, qui lui a envie d'être beaucoup plus libre dans sa créativité, qui a cet amour de la forme un peu folle. D'ailleurs, on le voit dans son cinéma. C'est pas un cinéma de l'exactitude, c'est pas du trait sublime, c'est pas léché en fait, mais du coup, il en résulte quelque chose de beaucoup plus vivant. Et c'est ce qu'il développe en commençant à faire de l'animation avec ses studios. Il veut se faire plaisir, il veut pouvoir représenter ce qu'il veut, il veut s'amuser sans penser à tout ce marketing-là. Et c'est pour ça que en fait, Bakshi va être un peu à l'origine du cinéma d'animation adulte, même s'il y a des choses qui ont été faites avant lui, évidemment. C'est quand même lui qui va vraiment marquer ça comme un cinéma rentable et comme un cinéma qui a toute sa place dans l'animation. J'aime bien ce rapport qu'il a là, parce que je trouve que ça fait beaucoup lien avec le cinéma d'animation japonais qui a été très adulte très rapidement, mais qui est arrivé tardivement en France, en tout cas pas avant Akira, parce que pour tout le monde le cinéma d'animation c'était pour les enfants. C'était Goldorak, c'était des trucs comme ça. Voilà, c'était ces choses-là, très enfantines, et du coup, il y avait un espèce de mépris pour ça, comme un mépris aussi à un certain moment pour la bande dessinée. Enfin, tout ce qui était dessiné, du coup, avait un rapport à l'enfance très fort, alors que Ralph, lui, est persuadé que ça peut être tout à fait adulte et qu'on peut du coup adapter à tout ça des sujets très adultes, très contemporains. Et c'est à ça qu'il va s'atteler. Néanmoins, son expérience dans ces studios, ça va beaucoup lui apporter. Puis il va trouver là-bas une figure de proue, un peu une idole qui va beaucoup l'aider à progresser dans le travail de son trait. C'est Jim Taylor. Alors peut-être comme ça vous dit rien, mais lui, il a travaillé d'abord pour les studios Von Buren. Il a aussi travaillé sur les Silly Symphonies de Disney. Vous savez, tous ces cours très en musique, très très beaux. C'est absolument magnifique. Allez taper ça sur internet, vous allez tomber sur pléthore de travaux d'animation absolument sublimes. Il va travailler aussi au studio Fleischer, chez Terry Toons, et lui en fait il a un style très distordu. En fait il se démarque des autres animateurs des studios, et c'est ça qui va plaire à Bakshi et qui va faire qu'il va beaucoup s'inspirer de son travail, du travail de Jim Taylor, pour nourrir lui son propre style. Et d'ailleurs il va embaucher Jim Taylor sur son premier long métrage d'animation, Fritz the Cat, et Jim va détester travailler sur Fritz the Cat parce que c'est un catholique intégriste. Et quand on va aborder le sujet de Fritz, vous allez vite comprendre pourquoi ce monsieur n'était pas du tout adapté pour ce genre d'histoire.
Mais avant d'arriver à Fritz, on a quand même 2-3 autres choses, notamment à la télévision. Ralph va créer The Mighty Heroes. Donc c'est une série d'animation américaine avec des super-héros un peu en carton, quoi. Enfin, un truc très rigolo. Il y a notamment un super-héros qui s'appelle Super Diaper ou un truc comme ça, la super couche culotte, quoi. C'est un bébé en couche qui vole. Enfin, c'est très drôle. Donc ça, c'est en 1966. Et puis en 1967, là, il s'implique sur l'araignée. Donc l'araignée Spider-Man, tout à fait. Et je trouve ça assez drôle qu'il l'appelle l'araignée. En tout cas, il bosse sur ces 2 grosses séries. Et dans les années 60, il commence aussi à écrire le scénario d'un film live qui voulait appeler If I Catch Her, I'll Kill Her. Donc si je l'attrape, je la tue. Mais ça se concrétise pas. Il essaye de faire ça avec United Artists et la Paramount, mais ça se fait pas. Le film live, c'est pas tout de suite pour lui. Mais donc arrive en 1972 Fritz the Cat. Alors est-ce que tu as déjà vu Fritz non, the tu Cat? m'as posé la question hier et je connais le nom de ouf, vraiment, mais je n'ai jamais vu ce film et donc je ne vois même pas trop une image, mais j'ai un ordinateur donc je vais regarder pendant 2 secondes, etc., voir à quoi ça ressemble. Alors que pendant que Julien regarde à quoi ressemble Fritz the Cat, vous pouvez d'ailleurs faire de même en nous écoutant. Moi, je vais vous C'est en une dire. émission interactive. C'est super, hein. Prenez votre ordinateur et suivez Clara et regardez les images de Fritz the Cat. C'est génial, ça vous fait un petit parcours comme ça, Internet. Ouais, mais j'ai même l'image, je connais Fritz the Cat, carrément, mais je l'ai pas vu, non. Eh ben, c'est super. Alors d'ailleurs, petite anecdote, on a failli le passer au cinéma le Zola avant que en fait les cinémas soient de nouveau fermés. On devait faire une séance avec Mr. Fox qui devait venir parler du travail de VF justement sur Fritz. Et qui est Mr. Fox pour nos auditeurs et auditrices qui ne connaissent pas? Mr. Fox, c'est un YouTuber qui parle de la VF en fait, des voix françaises dans des doublages en fait français. Et sa chaîne YouTube est très qualitative sur le sujet, on vous invite à aller voir ça. Et donc on devait faire cette séance, et pour cette séance j'avais contacté les studios aux États-Unis pour leur demander si on pouvait passer Fritz the Cat, et j'avais été très très émue de leur réponse. En fait ils m'ont dit oui, pas de souci, en échange il faut juste que vous versiez 200 € à une association de sans-abri de votre ville. Ok. Et vous pouvez passer notre film, pas besoin de preuves ni rien, juste on vous fait confiance. Et j'avais trouvé ça trop beau. Ouf. Ouais, c'est magnifique. Mais du coup, je trouve que ça montre bien tout l'esprit qu'il y a dans le cinéma de Ralph Bakshi. Et c'est pas un événement que tu as voulu remettre en place post en fait, c'était pour etc. le décès de Roger Carrel. Ok. Et maintenant que ça date un peu, c'est plus trop d'actualité, donc à un autre moment peut-être. Dans tous les cas, c'est un film qui me tient vraiment à cœur, donc qui est le premier long métrage de Ralph Bakshi, qui sort en 72, comme je vous le disais. Alors Fritz the Cat, en fait, c'est adapté librement de la bande dessinée éponyme de Robert Crumb, qui est vraiment un illustrateur majeur. C'est génial, Crumb. Ouais, de la bande dessinée pulp américaine, un peu underground et tout ça. C'est très très fou, très hippie en fait. C'est magnifique. Et donc Robert Crumb crée Fritz the Cat et Ralph Bakshi l'adapte. Ça va être le premier film d'animation à recevoir un classement X aux États-Unis. Okay. Parce que Fritz the Cat, c'est l'histoire d'un chat qui est à l'université, il me semble, et qui vit dans un squat de fumeurs de weed et tout ça. et en fait, voilà, c'est tout ce New York hyper hippie, des années 60, fin 70, quoi, années 68, et c'est toute une grosse satire, une grosse critique de la société américaine de cette époque, et toute une exploration de ce mouvement aussi. Donc voilà, ça c'est le plot un peu général du film, que Crumb d'ailleurs va complètement désapprouver, parce que Ralph va ajouter une portée politique à Fritz the Cat qui n'existait pas dans l'œuvre originelle. Crumb n'est pas forcément très politisé dans sa bande dessinée. Il renie donc le film à un tel point que dans ses BD qui vont être édités après, il fait mourir le personnage de Fritz the Cat parce qu'il considère que Ralph Bakshi l'a tué.
Ah ouais, quand même. Okay. Ouais, c'est assez violent, mais parce que Fritz the Cat, c'est un film violent, c'est un film très sexuel, c'est un film sur la violence physique vraiment très poussé, très marqué. En fait, il montre qu'on est dans un système qui n'est pas tendre du tout, et du coup, il n'est absolument pas tendre avec ses personnages. Et c'est pour ça d'ailleurs que le film est classé X très rapidement. Néanmoins, c'est ce qui va faire qu'il va être très reconnu par la critique pour justement ce côté hyper engagé. Et Fritz the Cat, au final, va être le film d'animation indépendant qui a eu le plus gros succès mondialement. Voilà, ça va être une bombe. Alors, à la sortie, ça fait pas des 1000 et des 100 non plus, mais ça va être petit à petit que ça va s'inscrire comme ça et que ça va engranger tout un mouvement autour du film, tout un engouement pour le film. Donc, il est vraiment hyper important. Le genre de mouvement qu'on retrouvera, par exemple, dans The Rocky Horror Picture Show. Oui, qui était un film quand il est sorti au Cinoche, tout le monde il s'est planté concrètement, mais il y a tout ce mouvement qui s'est mis autour de lui, qui l'a rendu un peu culte au fil des ans. Enfin, ces fameuses soirées où tout le monde reproduit le film tout simplement en mode méga festif, etc., un peu libertaire. Voilà, ça m'a rappelé ça du coup. Ouais, un peu après, Fritz the Cat c'est pas non plus planté. Mais on s'attendait pas à ce que après ça ait vraiment cette ampleur là. C'est vrai, loin de là. Et en 1974, va même y avoir une suite, Les 9 vies de Fritz the Cat, mais qui n'est ni avec Bakshi ni avec Crumb. Il va être présenté à Cannes, d'ailleurs, ce film. Et il a été réalisé par Robert Taylor. C'est son seul long métrage, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Et pour le coup, il va passer un peu inaperçu. Il n'a pas du tout la qualité créative il n'a pas non plus le message, en fait, que portait Bakshi. Tu l'as vu, toi, la suite ? Non, je l'ai pas vu. Je n'en ai pas eu l'occasion. Je m'y suis pas trop intéressée parce que ça m'a beaucoup surprise de voir le style visuel repris, alors que ni Crumb ni Bakshi n'est dessus. J'avais l'impression que la personne profitait un peu de l'engouement qu'il y avait eu en 72 autour du film pour après se dire je vais faire une suite et surfer sur cette vague-là. Donc non, je l'ai pas abordé. So where it's at. Before you fill your minds with any junk and listen to Fritz the Cat, as writers and poets and artists, it's your duty to live life the most. So bug out, brothers, and check out the world and give me a ride to the coast. He fought many a good man, laid many a good woman, to live life to the fullest. He'll cry out for more until his grave. Help me, help me, help you, motherfucker. Help me, now you oh, down. Oh, God. Mais voilà, du coup, dès le début, dès son premier long métrage, il a une bombe en fait entre les mains et ça le lance vraiment dans sa carrière. Ça lui donne une très belle reconnaissance de la part du public et de la part de l'industrie. Et il va pas s'arrêter. Après Fritz the Cat, dès 1973, il tourne du coup Heavy Traffic. Il me semble qu'il s'appelle Flipper City en français. Qui va être classé X aussi, puis classé R en 1974. C'est un tournage qui est un peu houleux, on va dire, un peu particulier, parce que Bakshi est viré au milieu de la production, puis réembauché après. Et il fait couper une scène que l'autre réalisateur avait fait pendant son absence. Enfin, c'est toujours un peu rocambolesque de toute façon, ces aventures sur ces films. Il y a toujours des déboires un peu comme ça, mais parce qu'il a cette énergie un peu folle, parce que lui-même est probablement un peu fou. Et ça se ressent beaucoup dans ses œuvres. Et avec Heavy Traffic, il va commencer à jouer avec un truc qui fait vraiment la patte de son cinéma. Il joue avec les prises de vue réelles. En fait, il va mêler de la prise de vue réelle à de l'animation. Et ça va revenir vraiment beaucoup au travers de son œuvre. D'après les médias, d'après les critiques, ça va être le plus gros succès critique de Bakshi. Heavy Traffic, ça plaît énormément. Et c'est l'histoire. Ah oui, je vous raconte pas l'histoire. Mais c'est vrai que je suis très intéressée par ce background de
de tous ces films parce que c'est tellement riche, c'est comme un film dans le film un peu, c'est très drôle. C'est l'histoire d'un jeune auteur de comics en fait, qui vit avec des parents pas très commodes, puis qui a une histoire avec une jeune femme noire qui est dans le café d'en face, mais son père est hyper raciste. Enfin voilà, ça se rapporte encore à ce qu'il a vécu lui à Brooklyn et aux choses qu'il a vues, aux choses du quotidien qu'il a vues. Donc on est encore une fois avec une galerie de personnages hyper typiques de ces années-là et hyper typiques de ce coin-là de New York. C'est des vraies leçons d'histoire en fait, d'histoire de l'Amérique. C'est assez délicieux en fait. Heavy Traffic. On est sur le même registre finalement que Fritz de Cat. En fait, on continue d'explorer la culture pop américaine des années 70. En fait, il est assez clairvoyant sur son temps. Je trouve, il comprend les enjeux de son époque alors qu'il est en plein dedans. Il a un vrai recul là-dessus et c'est assez admirable parce que du coup, il fait une animation hyper engagé, alors qu'on s'attend souvent dans l'animation à avoir quelque chose d'un peu fantasmagorique, puisque forcément on peut jouer sur la forme, sur le lieu, on peut se transporter où on veut et faire ce qu'on veut, on n'a pas de limite. Mais lui, il se rattache quand même beaucoup à ça, et ça marche bien parce qu'il a vécu ces choses et il parle de ce qu'il connaît en fait. Ok. Et il s'arrête pas là, donc comme on disait, 1972 Fritz de Cat, 1973 Heavy Traffic, puis 1975 Coonskin. Alors Coonskin avec la voix de Barry White, déjà ça c'est formidable, c'est un vrai plaisir pour les oreilles. Et là c'est l'histoire de frère lapin, frère ours et prêtre renard qui viennent du sud des États-Unis, qui sont des Afro-Américains et qui s'installent à Harlem et fréquentent en fait le milieu criminel de Harlem. Donc c'est un film un peu noir, un peu sombre, un peu poisseux, un peu tout ce qu'on aime de ce New York policier. Il arrive vraiment à rendre tout ça un peu organique et palpable. Alors, il va y avoir 2 versions de ce film. Une de 99 minutes qui sort sur VHS en Hollande et une autre de 83 minutes, c'est sur support vidéo aussi britannique cette fois. Et c'est très bizarre parce que la version la plus courte contient une séquence live que la version longue n'a pas. Ah, c'est le Blade Runner du cinéma d'animation. C'est comme Blade Runner, il y a 26 éditions finales du réalisateur. Enfin, c'est insupportable. Et moi, ça me rappelle ça aussi. Ouais, tu veux retrouver le film un peu tel qu'il existe à la base ou qu'il aurait pu. En fait, c'est plus ou moins impossible au final. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, pour certains films, quand les supports étaient demandés à Ralph, il en donnait, mais c'était pas forcément les supports entiers. Même lui, je suis pas sûre qu'il ait la vraie version définitive de ces films. Tant il y a eu de recoupes dedans, de modifications. Donc ouais, c'est un peu similaire à Blade Runner, tout à fait. Il continue là avec les prises de vue réelles et de la réutilisation aussi de films parce qu'il va utiliser Naissance d'une nation. Ouais. Ça sert beaucoup son propos. C'est une énorme critique de la manière dont sont traités les Afro-Américains à l'époque. Naissance d'une nation, donc pour rappeler à nos auditeurs, auditrices, c'est un film extrêmement raciste. Absolument, qui date des années 20, 30, années 20, si je dis pas de bêtises. Ou vraiment toute la fin des années 20, si je dis pas de bêtises. Et voilà, qui est un des grands films qui aime beaucoup le Ku Klux Klan ou des choses comme ça. Enfin, probablement Zemmour aussi. Oui, c'est ça, on est vraiment sur là. C'est un film absolument dégueulasse. Gros succès à sa sortie. Et tiens, je me permets de faire une petite parenthèse littérature. Puisqu'on ne recevra pas cette année, mais on a failli, donc ce sera sûrement en 2023, l'auteur afro-américain P. Djeli Clark, qui a donc notamment sorti là chez éditeur flûte, je dis pas de bêtises. Il faut invoquer la carte Anne Canary. Oui, Anne, t'es où mais je l'ai lu, Ring Shout en tout cas, qui est sorti, et en fait qui dépeint, donc on est sur du fantastique qui se passe donc à cette époque des années 30, début des années 30, avec donc cette communauté afro-américaine qui se trouve face aux Ku Klux Klan, qui sont une espèce de monstres complètement hérités du Ku Klux Klan. En fait, il y a tout un truc qui se met en place, et leur moyen de diffuser et de transformer plus ou moins les gens en horribles bestioles, enfin en connards racistes absolus.
C'est En passant Naissance d'une nation, qui est leur film, qui est vraiment leur œuvre de propagande numéro 1 et qui arrive à provoquer des horreurs en fait. Et voilà. Donc c'est un livre qui est sorti cette année, traduction toute neuve. Et je regarde, je peux pas m'empêcher, j'ai honte en tant que libraire. Mais c'est vachement léger tout ça. Ça va, c'est cool. Moi c'est pas mon préféré de cet auteur. Mais en tout cas, il met en place tout un lexique d'écriture, notamment par rapport au parler tinègre / haïtien super. et ça, on est vraiment sur les traductions sont très très réussies. Je vais trouver. Quelle honte, j'en suis quasiment sûr, mais je vais tellement pas dire de bêtises. Quoi? Ah mais c'est l'anglais, mais je vous déteste. Ah mais c'est parce que cette couverture là quoi. Mais non, mais PJ Clark c'est La Talente. Mais oui, en plus c'est donc aux éditions La Talente. Ringshot que je conseille très fort et j'ai beaucoup aimé donc 2 autres novellas qu'il a faites, Le Mystère du tramway hanté et Les Tambours du Dieu noir que j'ai vraiment surkiffé. On trouve vraiment donc dans cette culture américaine, afro-américaine très très forte. Et ça manque pas d'humour et c'est très très bien fait. C'est des livres qui se lisent extrêmement bien. Eh ben super, lisez voilà, les donc livres de Naissance d'une nation Talente, m'a évoqué ça. Super, génial. Du coup, je pense que Coonskin, un peu, c'est l'essentiel de ce qu'on peut en dire, est très bien porté aussi par la référence qu'on vient de vous livrer, parce qu'en fait, c'est totalement ça, c'est cette Amérique raciste qui est complètement décriée et dénoncée. Ralph va continuer de le faire à la suite de son œuvre, de toute façon. Et en 1977, il prend quand même un petit virage, on va dire, parce qu'enfin, on arrive au cœur de notre sujet. On arrive à la science-fiction, parce que oui, on est quand même sur une émission de science-fiction. Il n'y en avait pas encore vraiment, mais là, on est sur de la science-fiction pure en 77 avec Les Sorciers de la Guerre. En américain, il s'appelle Wizards. Et là, on est dans un monde complètement post-apocalyptique, avec une grosse utilisation, cette fois, de la rotoscopie, qui est la deuxième technique préférée de Ralph Bakshi, et en tout cas c'est la technique qui vraiment donne une patte et un style hyper personnel à son cinéma, parce que je pense que c'est le réalisateur d'animation qui a le plus usé et abusé de la rotoscopie. Alors la rotoscopie, c'est quoi? C'est en fait à partir de, je vais pas avoir la technique exacte, je vais pas savoir vous la décrire, mais en fait à partir de personnes filmées, on va redessiner tous leurs mouvements en fait par-dessus l'image filmée, pour donner des mouvements hyper fluides, hyper presque en 3D, un peu en 3 dimensions des personnes. Ça rend le mouvement très réaliste en fait. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur la rotoscopie? Qu'est-ce que je peux rajouter? En tout cas, c'est un effet qui se remarque très très vite sur la manière dont c'est fait. Et ce que je trouve intéressant là, c'est plus du point de vue opinion, c'est le côté comment l'animation va s'emparer du réel. Enfin, c'est-à-dire sur lequel on va pouvoir rajouter des choses, et notamment de l'imaginaire sur ces formes qui sont filmées effectivement d'acteurs humains à la base, tout simplement. Ouais, tout à fait. C'est pas le seul à l'utiliser. Par contre, Disney, par exemple, a fait de la rotoscopie, mais a demandé aux acteurs d'avoir des mouvements hyper cartoonesques, hyper exagérés, alors que Bakshi, lui, veut vraiment s'en servir pour recréer du mouvement un peu réel, en fait. Et du coup, je peux rebondir sur la rotoscopie parce que je pense qu'il a failli y avoir, ça n'a pas du tout marché parce qu'on s'est rendu compte que c'était une sacrée mauvaise idée, mais on va dire que ce qui aurait pu être le futur, c'était donc dans Final Fantasy, les créatures de l'esprit en 2000, ouais, ça doit être ça. Ce film donc qui était une adaptation, des jeux vidéo Final Fantasy, et en fait l'objectif c'était de créer un personnage numérique. Donc, sur lequel c'est pareil, c'était des acteurs qui jouent, et après c'était numérisé, on va dire, etc., pour transformer pour l'histoire de Final Fantasy, qui est la science-fiction fantasy, qui part un peu dans tous les sens. Et c'est juste, ils disaient qu'on va créer ce personnage, donc celui de l'héroïne, que j'ai complètement oublié le nom, c'est un personnage qui avait pour volonté d'éventuellement servir pour d'autres films, une fois que ça serait vraiment photoréaliste et qu'on arriverait à des choses un peu folles. Il fallait encore du temps, mais en fait
c'était déjà d'avoir une espèce de personnage digitalisé qu'on pouvait mettre dans d'autres films. Sauf que ça a aucun sens dans le sens où il faut un acteur pour jouer ce personnage à la base, donc il fasse les mouvements. Ensuite, il faut un acteur pour faire la voix off. Ça fonctionnait pas de ouf, mais la volonté était là à l'époque de créer ce personnage et qui était vraiment parti sur des acteurs qui jouaient, qui étaient pleins de capteurs, et après, ils transformaient ça en film de science-fiction. Bah ouais, c'est exactement ça, la rotoscopie. D'ailleurs, je crois que de toute façon, le premier long métrage d'animation, Blanche-Neige, utilisait déjà de la rotoscopie. Mm-hmm. Donc ça arrive très rapidement. Il me semble bien que c'est ça. De toute façon, vous tapez rotoscopie sur Wikipédia, vous avez une liste de films qui utilisent la rotoscopie. Mais si vous voulez vraiment bien comprendre comment fonctionne ce procédé et quel est le rendu après à l'écran, regardez ce que fait Ralph Bakshi, parce que c'est lui vraiment qui va s'en servir le plus et probablement le mieux aussi, à mon sens. Donc il s'en sert dans Les Sorciers de la guerre, qui est un film post-apo, comme je le disais, entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et la Terre du Milieu. Ok. Donc on est sur du post-apo héroïque fantasy, film de guerre. C'est assez particulier comme style, assez singulier. Et dans ce film-là, il va beaucoup travailler sur la lutte entre la magie et la technologie. Donc l'univers un peu doux et rêvé, et l'univers de la mort est hyper violent. Il confronte vraiment deux mondes. En fait, c'est l'histoire de Avatar, un magicien qui se bat contre Black Wolf, c'est son jumeau maléfique, qui règne en fait sur toute une armée de mutants fascistes. Et Avatar va être aidé de Elinor, c'est une fée, Wio, un elfe, et Peace, le robot, pour lutter contre cette armée fasciste. Et c'est une armée fasciste absolument terrifiante, parce que pour effrayer les armées adverses, elle diffuse des passages des discours d'Hitler. Donc on est vachement, pas proche, mais on a plein de zones grises avec le livre que j'ai cité de Paige Jelly Clark juste avant, Richard, parce que pareil, c'est une diffusion de films et on est d'une espèce d'armée nazie un peu fantastique, etc. Putain, tout à fait, tout à fait. C'est très sombre, The Wizards, vraiment. Même s'il y a des petits moments qui nous sortent un peu de ça, des petits moments un peu drôles, un peu cartoon, un peu comique, mais on est sur quelque chose d'hyper sombre. L'incrustation des passages parlés de Hitler, c'est absolument glaçant. Il va aussi y avoir des passages du triomphe de la volonté. Okay. Donc on est sur un registre hyper glaçant. Triomphe de la volonté, donc film de... Ah, j'ai mangé son nom. C'est bien le film de la... C'est Leni Riefenstahl. C'est ça. Oula. Je reçois, mais oula, on éloigne. Oui, Leni Riefenstahl. Ouais, putain, moi j'ai des entre Bakshi et Riefenstahl. Ouais, non, mais faut laisser tomber, moi, les noms propres. Dès qu'il y a une consonne qui se balade quelque part, je vais la manger. Mais oui, donc, c'est qui était donc la cinéaste des nazis, tout simplement. Ouais, c'est ça. Et du coup, avec Les Sorciers de la guerre, on a quand même un tournant dans la carrière de Ralph, parce que là, il est plus dans cet univers bien connu de Brooklyn, de Harlem, de New York, etc. On est sur un imaginaire complètement fantasmé, complètement nouveau. Et d'ailleurs, il se retrouve très bien là-dedans. Il a un sens du décor assez précis et assez agréable. Et The Wizards, du coup, marque ce tournant-là. D'ailleurs, dans le film, il y a un personnage qui s'appelle Fritz et qui va faire tuer exprès pour que l'un des personnages s'écrie « Ils ont tué Fritz » en référence à ce que Crumb avait fait avec le personnage de Fritz the Cat en le faisant mourir. Ah, on est vraiment donc du coup sur des œuvres transmédia qui se répondent les unes aux autres. Ouais, une petite rancune aussi quand même. Moi, j'imagine. Petit côté rancunier. Et ça tombe bien qu'on parle de ce film-là sur une ambiance un peu Terre du Milieu, parce que en 1970. Alors j'avais une question juste avant sur, parce que moi c'est du coup là le film que tu viens de The Wizards, ouais. Il me fait vachement envie. Je l'ai pas vu du coup. Il est bien. Ouais, c'est très bien. Ouais. Alors le style de Bakshi est particulier quand même. On adhère ou on n'adhère pas. Moi j'aime beaucoup. Tout ne va pas parce que justement il a pas ce soin hyper minutieux du coloriage, de l'encre. Enfin quand il va ancrer ses dessins, etc. Okay. Il y a des petits défauts, on va dire. Mais du coup, c'est un côté hyper populaire qui est très agréable, et surtout, c'est tellement engagé, ça fait vraiment du bien parce qu'on arrive à apprécier ce côté
fantastique, imaginaire, à sa juste valeur. On arrive à être transporté dans un autre monde grâce au film, mais le film n'oublie pas d'être hyper intelligent et de nous dire beaucoup de choses en fait. Ok. Moi, ça fait. Je pense que je vais le regarder dans très peu de temps parce que tu m'as donné extrêmement envie avec ce film. Super. Et est-ce qu'on fait une pause avant la suite ? Tu veux une petite pause avant ? Tu veux qu'on continue ? On peut, comme tu avant veux. La révélation, qu'est-ce qui se passe en 1978 ? Alors, j'ai retrouvé ton. Tu peux le teaser pendant que je retrouve ton message pour mettre la musique. Allez, je laisse pas le suspense durer plus longtemps. En 1978, on a l'adaptation du Seigneur des Anneaux par Ralph Bakshi, qui est très intéressant dans sa production. On en parle juste après ? On en parle juste après. Tout est prêt. J'ai plus qu'à appuyer sur le bouton. À tout de suite. Dans sa toile, par surprise, il arrive et d'un seul coup de poing il brise. L'homme au cœur de vipère se retrouve en enfer. L'araignée défend la terre entière. Malgré tout, partout, trop de gens sont violents. Mais une araignée tisse une toile d'amitié. L'araignée, oui, le plus grand, le justicier, le plus fort qui surgit quand un faible a besoin de lui. C'est lui qui revient dans la nuit. L'araignée, lui le plus fort, le justicier. Il se bat et il gagne, car le mal, son rival toujours, étouffe dans sa toile. Oui, toujours, il brisera le mal. Toujours, il brisera le mal. Spider-Man, l'araignée, interprété par Noam, un choix musical de Clara Sebastiao, chargée événementielle du cinéma Le Zola Villeurbanne. Pourquoi ? Choix de qualité, parce que Ralph Bakshi du coup a travaillé sur cette série animée Spider-Man. Voilà. Et comme tu me le as remarqué, en fait, on est loin d'avoir fait le tour de la carrière de Ralph Bakshi, donc il nous reste moins de 15 minutes. Ça va le faire. Ça va le faire. On va condenser un peu. On va condenser. Je pense que vous commencez à comprendre un peu qui est le bonhomme et quel est son univers aussi, qu'est-ce qui l'intéresse en fait, quels sont les sujets qui le transportent un peu et surtout quelle est sa manière de travailler. Après, évidemment, on peut pas rendre comme ça à l'audio ce que vous pouvez voir visuellement, donc n'hésitez pas à faire votre petite recherche pour vous faire une meilleure idée de ce à quoi ressemble le travail de Ralph Bakshi. Donc on en était au Seigneur des Anneaux, donc là vous situez peut-être un peu mieux. Oui, petite œuvre méconnue, mais qui a son petit succès parmi les aficionados de fantasy. Tout à fait. Alors, le Seigneur des Anneaux, je vais pas vous faire le résumé, hein, je ne vous cache pas, je vous fais entièrement confiance en fait là-dessus. Le Seigneur des Anneaux de Bakshi, ça comporte la communauté de l'anneau plus une partie des 2 tours.
Le scénario est de Peter S. Beagle. Peut-être que ça vous dit quelque chose. C'est un écrivain de fantasy américain qui a notamment écrit La Dernière Licorne, qui a aussi été adapté en film d'animation aux États-Unis. En fait, il a écrit beaucoup sur les licornes. C'est un peu son cheval de guerre. Oh, merde. Faut que je prévoie des petits effets musicaux. Donc, c'est lui qui se met au scénario. Il y aura la voix de John Hurt pour Aragorn. Donc, très belle voix. On apprécie beaucoup. Après Barry White, on reste sur de la qualité. Le producteur va être Saul Saenz. Alors, peut-être que ça vous dit rien comme ça, mais c'est lui qui a produit Vol au-dessus d'un nid de coucou et Amadeus. Rien que ça. Voilà, c'est une petite œuvre méconnue aussi. Et ça va être distribué par United Artists. Donc, on est quand même sur une grosse production avec beaucoup de rotoscopie. En fait, ça va être presque l'essentiel de l'œuvre, c'est de la rotoscopie. Assez unique dans cette utilisation-là, c'est assez grandiose. Bakshi, en fait, essaye d'adapter Le Seigneur des Anneaux depuis les années 50, depuis qu'il a découvert le livre, et il va avoir la chance de remplacer John Boorman, qui voulait faire un seul film des 3 livres Le Seigneur des Anneaux. Il avait un script de plus de 700 pages. Donc, United Artists lui a dit non. Ils l'ont quand même payé 3 millions de dollars ou quelque chose comme ça, quand même, pour un projet qui, au final, est avorté. Et ils sont tout contents de voir Bakshi arriver avec son projet de 3 films autour du Seigneur des Anneaux. Ça va coûter beaucoup moins cher, d'autant plus que la rotoscopie, en fait, coûte moins cher que l'animation traditionnelle. Bakshi va aller rencontrer Priscilla, la fille de Tolkien, pour discuter avec elle du scénario et lui assurer du fait qu'il n'allait pas dénaturer l'œuvre de son père. Donc, elle lui fait confiance, elle dit OK pour le projet. Donc, à la base, c'est 3 films, puis au final, 2 films. Et puis en fait, il n'y aura pas de suite à cause de l'échec sale, qui n'en est pas un, parce que quand on voit les chiffres, c'est des bons chiffres, mais ça plaît, le rendu plaît pas à la boîte de distribution, donc ils avortent le projet, et en fait c'est très frustrant, parce qu'ils ont sorti Le Seigneur des Anneaux sous le titre juste du Seigneur des Anneaux, pas partie 1, rien du tout. Donc tous les spectateurs pensaient qu'ils allaient voir Le Seigneur des Anneaux en entier. En fait, on se retrouve au moment où... alors, je suis pas experte non plus, mais je crois que c'est après l'arrivée de Gandalf sur les terres du Rohan. Ouais, j'ai un peu oublié, je t'avoue. Il me semble que c'est ça. Vers la fin aussi, il y a Sam et Frodon qui se rendent compte qu'ils sont suivis par Gollum et qu'ils l'attrapent, et au final qu'ils vont le garder avec eux pour qu'ils les conduisent. On est au début du 2e livre, en gros. On est à le premier tiers, quoi. C'est ça, tout à fait. Et ça s'arrête là. C'est hyper frustrant. Ralph va être vraiment très attristé de tout ça. C'est un projet qui lui tenait vraiment à cœur, et on lui coupe un peu l'herbe sous le pied. Et du coup, il essaye aussi d'adapter, alors dans un tout autre registre, L'Attrape-cœur de Salinger. Ok. Parce que c'est une période un peu compliquée pour lui, en fait. Il est vachement mis de côté. On le soutient pas beaucoup dans ses projets, notamment un projet qu'on va voir là juste après. Et il lit L'Attrape-cœur et il s'identifie complètement au personnage principal. Et il va écrire à Salinger pour lui demander s'il peut adapter en film moitié live, moitié animation le bouquin. Ce à quoi Salinger va répondre non, comme toutes les propositions d'adaptation. Néanmoins, il répond, ce qui est une petite réussite, parce que c'est un ermite un peu très discret, très très secret, et Ralph va quand même avoir une réponse négative pour ce projet d'adaptation. Donc l'adaptation, ça lui réussit pas trop, même si Le Seigneur des Anneaux reste quand même une petite curiosité à voir. C'est pas inintéressant. Je trouve, on l'avait diffusé en salle, c'était plutôt cool. Enfin, le moment passait plutôt bien. Ouais, c'est plutôt sympa. C'est très très sombre aussi. Oui. Moi, je me rappelle avoir vu ça enfant. J'avais été assez effrayée, et c'est assez fidèle au livre. Pour les grands connaisseurs et grands fans très pointilleux, il y a plusieurs choses qui changent, mais organiquement, ça reste proche de ce qui se passe dans le livre. Il y a des omissions, en fait, mais très peu de choses rajoutées ou de choses erronées par rapport au livre de Tolkien.
Alors j'avance un peu. Allez, juste pour dire sur le ce qui était rigolo, c'est que sur ce film, c'était un peu tout ce que pouvaient se mettre les fans du Seigneur des Anneaux sous la dent, etc. pendant des années. Et donc il tournait pas mal en VHS, mais c'est resté quand même un film vraiment méconnu, du coup en France, du grand public. Et c'était vraiment un truc de nerd et de geek des années 80. Et du coup, ils devront attendre quasiment 25 ans pour avoir l'adaptation de Peter Jackson, on en pense ce qu'on en pense. Bah, du coup, c'est super audacieux. En fait, de faire ça en animation en plus. Et oui, voilà, c'est l'utilisation de la rotoscopie ici, elle est particulière parce qu'en fait, quand on anime un film, c'est très compliqué de faire des scènes où il y a beaucoup de personnages en mouvement en même temps. Ça demande beaucoup de travail. Et là, vous allez voir, enfin, si vous allez le voir, il y a des scènes avec les orques où ils sont à plus de 100 et ils les animent tous. C'est vraiment énorme, ça prend un temps énorme. Il finit par conclure que, en fait, 4 personnages animés par scène, c'est suffisant. Mais il a des scènes où il y en a beaucoup, beaucoup plus. Et c'est hyper impressionnant comme travail. Donc après le Seigneur des Anneaux et The Wizards, qui sont dans sa petite parenthèse fantasy, il retourne à quelque chose d'un peu plus personnel. Il retourne dans Harlem, cette fois-ci, avec American Pop, en 1981. C'est l'histoire de 4 générations d'une famille juive russe de musiciens émigré aux États-Unis, donc c'est clairement l'histoire de sa famille, même s'il n'est pas russe, mais on retrouve, c'est autobiographique en fait en grande partie, et on suit ces 4 générations de familles au travers de l'évolution de la musique pop américaine. En fait, Bakshi, quand il travaille, il crée des scènes à partir de la musique qu'il écoute. Il fait ça pour tous ses films, et là, ça se concrétise vraiment avec American Pop, qui va être le 4e film d'animation en Dolby. Donc il fait un gros travail sur le son, la BO est trop cool, il y a plein de musiciens hyper phares de ces années-là. Enfin, très beau film, très intéressant sur la musique pop. Et en 1982, il va travailler sur Hey Good Looking, et c'est là où je disais, voilà, il est boudé à ce moment-là un peu, ses projets ils se concrétisent mal, c'est pénible. Là, ça se passe à Brooklyn encore, en 1950, avec un gang un peu rock'n'roll, les Stompers. Et dans les Stompers, on a le chef de gang Vinny, avec son ami Crazy Shapiro, et leurs petites amies Rosie et Eva. Et en fait, on va suivre ces 4 personnages dans Brooklyn. Et à la base, il voulait que seulement ces 4 personnages soient animés et que tout le reste soit en live, bien avant Roger Rabbit, qui lui sort en 88. Donc il voulait déjà travailler là-dessus. Ça devait se faire, il l'a beaucoup travaillé en 75, 76 et 77. Il fait des allers-retours avec la Warner, qui finit par annuler le projet, en fait. Et ça sort en 82, juste en film d'animation. Donc c'est hyper frustrant pour lui. Et il passe en 1983 à Tigra, la glace et le feu. Donc on retourne sur de l'heroic fantasy, on fait un peu ces petits allers-retours comme ça. Et là, je peux vous donner un gros indice quand même sur sa patte artistique, c'est que ça ressemble beaucoup, quand il est sur ce registre-là, à ce que fait Frazetta, qui est un dessinateur américain hyper connu, qui a illustré les couvertures de Conan le Barbare, qui est vraiment dans cet univers un peu presque préhistorique. Il dessine beaucoup de dinosaures, il dessine beaucoup de gens en pagne, beaucoup de femmes aussi à moitié nues et hyper plantureuses. Parce que c'est très drôle sur IMDb, le petit hashtag qui revient le plus souvent pour les films de Bakshi, c'est le hashtag Massive Boobs. Parce que Bakshi aime bien dessiner des femmes nues, même si ces personnages féminins sont quand même plus que ça. Enfin, il y a toujours autre chose derrière, mais il a cette petite appétence là. Donc Tigra, la glace et le feu, c'est l'histoire de la princesse Tigra qui est enlevée mais qui arrive à s'échapper, qui doit rejoindre son royaume. Enfin pareil, c'est aussi une guerre de gang un peu. Ça me plaît moins parce que là je trouve que son utilisation de la rotoscopie est peut-être un peu moins fine, mais c'est quand même à voir parce qu'on adore ces univers là. Et d'ailleurs, en 2003, Métal Hurlant sort un hors-série Tigra. Donc tout est lié. Alors là, à partir de là, Bakshi fait une petite pause avec le cinéma. Et il retourne un peu à la télé. De 87 à 89, il va retourner des épisodes de Mighty Mouse. Vous savez, cette petite souris dont on parlait en début d'émission. Super héros. Et il va faire aussi un téléfilm pour Nickelodeon qui s'appelle Christmas in Tatertown.
Voilà, petite animation classique. Et en 92, il revient au cinéma, cette fois-ci avec Cool World. Cool World que j'adore. Je le trouve trop beau. Ouais, moi, je trouve ça super. J'aime beaucoup. Il y a des gens qui lui tapent vraiment dessus, ce film. Hein. Ouais, bah, je sais. Moi, j'aime beaucoup. C'est l'histoire de Jack Gibbs, qui est dessinateur d'une bande dessinée qui s'appelle Cool World et qui est transporté dans son monde imaginaire à lui, un peu. Et on y retrouve le personnage de Hollywood, joué par Kim Basinger. Oui. Et ça devait être d'abord joué par Drew Barrymore ou même par Tracy Lords, puis au final c'est Kim Basinger. Le personnage de Hollywood devait s'appeler Debbie Dallas, en référence à Debbie Does Dallas, le film porno américain hyper célèbre. Et pour ce rôle, elle a reçu un Razzie Award de la plus mauvaise actrice. Ah, mais ce film, il se fait taper dessus de ouf, hein, vraiment. Mais elle a reçu aussi un MTV Award pour l'actrice la plus désirable, horrible. J'espère que ça n'existe plus, parce que c'est trop nul. Et avec Kim Basinger, qui est-ce qu'on retrouve dans le rôle du détective Frank Harris? Brad Pitt. On va de surprise en surprise, mais oui. Du coup, Cool World, ça va être adapté aussi en jeu vidéo et il va y avoir une énorme com autour de ça parce que va y avoir une pancarte immense de Hollywood, donc ce personnage joué par Kim Basinger, sur le dé du Hollywood, sur la colline Hollywood. Enfin, c'est ouf, c'est grosse com là-dessus. Mais c'est vrai que c'est assez décrié, donc on va passer vite à la suite, parce qu'il ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête jamais, en fait, même si nous, on va devoir s'arrêter un moment. Pour vous faire ça, en gros, en 93, il travaille sur Last Days of Coney Island, un truc de détective à New York aussi. Il propose ça à Pixar et DreamWorks, qui refusent. Du coup, il fait Kickstarter et ça sort en 2015 sur Vimeo. Un peu triste. Okay. Et en 94, vous savez ce film qu'il voulait faire là en live, If I Catch Her, I Kill Her, dont je vous parlais au début. Et ça y est, ça sort en 94. Ça fait partie de Rebel Highway, une anthologie qui rend hommage à la série B. Il y a Friedkin et Joe Dante qui vont faire des trucs pour Rebel Highway. Et lui, il fait le segment Cool and Crazy qui est adapté de son truc If I Catch Her, I'll Kill Her. Et enfin, en 97, il fait Spicy City. C'est une série d'une saison en 6 épisodes pour HBO, cyberpunk, érotique, assez ouf. Okay. Et ça va faire partie des dernières choses de sa carrière. Voilà. Et comment va-t-il maintenant? Qu'est-ce qu'il fait il dessine plein de petits clowns. C'est super chelou. On en est là. Il dessine un peu. Je pense qu'il fait 2-3 trucs pour la télé, mais il vit sa meilleure vie. Il tweet pas mal. Si vous voulez lui rendre hommage, vrai, ça à l'époque. Alpaguez-le sur Twitter. Il vous répondra, je pense. Ou il vous retweetera, probablement. Et voilà, on a dû un peu accélérer sur la fin de cette émission. Désolé, c'était super dense. Cool. Non, mais c'est cool. Dis donc, t'as tenu 1 heure en fait, quasiment toute seule sur Albachki. C'est sur Alf. Et non, mais c'est l'enfer. Écoute, Clara, un énorme merci pour ta venue sur ce 51e congrès de futurologie. Déjà. C'est incroyable. Le temps passe vite. C'est vrai. On se retrouve l'année prochaine. Je sens que je suis crevé. On se retrouve la semaine prochaine avec Nicolas Sébastien Landé. On ne sait pas ce qu'on va faire. J'attends qu'il revienne plus ou moins à la vie. Donc, on verra bien ce qu'on sera. On va s'envoyer quelques messages et on communiquera sur tous les réseaux des Intergalactiques, festival de science-fiction lyonnais, qui, on est bien content parce qu'on le trouve bien cool, mais parce que c'est normal, on le fait. Et voilà, on est sur tous les trucs habituels, les Twitter, les Instagram, les Facebook, en podcast sur toutes les plateformes du monde d'internet. Et voilà, ça suffit. Et vous êtes sur Radio Canus 102.2, la plus rebelle des radios. Et on l'a fait. On l'a fait. De toute façon, on te retrouvera bien, Clara, d'ici la suite de la saison pour de nouvelles émissions. Et avec grand plaisir. Merci beaucoup. La bonne soirée à tout le monde.